RCN. Le son de la différence. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Aujourd'hui, un sujet un petit peu qui peut être parfois difficile à entendre, mais on vous invite à l'écouter jusqu'au bout. On va parler du suicide. Full Santé Mentale sur RCN. Et je suis très heureux d'accueillir à mes côtés mes complices habituels, Marie-Paul Pierrel. Bonjour Marie-Paul. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. L'association Bipolaire si tu savais. Bienvenue à vous pour cette nouvelle émission, ce nouveau numéro et cette nouvelle saison qui redémarre. Exactement, à mes côtés également Romain Gletzer du CREPSI. Romain, pardon, pourquoi Romain ? Voilà. Mais pourquoi Romain alors qu'on se voit régulièrement Romain en plus. Salut. Ça va bien Romain ? Ça va et toi ? Très très bien. Et puis on est très heureux d'accueillir à nos côtés 3 jeunes femmes qui vont nous accompagner pour parler de cette thématique que j'évoquais à l'instant, le suicide. Je vous présente d'ores et déjà Marie. Marie, vous êtes psychologue répondante au 3114. Oui, c'est ça, bonjour. Bonjour, un numéro que vous allez retenir à la fin de cette émission parce qu'on va vous le répéter de façon très régulière, un numéro ô combien important. À vos côtés également Marianne, vous êtes infirmière coordinatrice au Centre régional de prévention du suicide Grand Est. Bonjour Marianne, j'ai rien oublié, je l'ai bien dit. Parfait. Et puis Anaëlle, vous allez être notre témoin aujourd'hui et merci de venir témoigner dans notre émission. C'est très important pour nous. De rien, merci beaucoup. Moi, ça me fait plaisir d'être là et bonjour. Eh bien, bonjour à vous et on va donc discuter ensemble du suicide, je le disais. Pour commencer cette émission, vous le savez, on démarre toujours en allant interroger des gens dans la rue sur la thématique retenue. On leur pose 3 questions et ensuite on débriefera et on discutera des réponses qu'on a pu entendre. Roman, la première question qui a été posée. La première question, savez-vous combien de personnes se suicident chaque année en France ? Et dans le deuxième temps de la question 1, selon vous, est-ce que c'est plus ou moins que les accidents de la route ? Je sais que par jour, il y a plus d'une dizaine de personnes qui se suicident. Et je sais qu'il y a plus de 70% des personnes qui ont des tentatives de suicide. Non, mais c'est déjà trop. Beaucoup trop. Je dirais 1000. 3 par jour. Je pense que c'est plus. Un peu plus de 1000 quand même. Ouais, je pense aussi. Ouais. 100 000 ? 47% des hommes déjà, à partir de la quarantaine, entre 40 et 45 ans. Il y a beaucoup de gens qui sont en détresse mentale, effectivement. Est-ce que vous pensez que c'est plus ou moins que les décès dus aux accidents de la route ? Je dirais plus. Je pense que c'est plus. Je dirais plus. Pour moi, je dirais plus. Vous avez raison, c'est 3 fois plus. Environ 10 000 par an. Voilà, tout le monde a bien noté que c'était plus que les accidents de la route, on l'entend bien pour l'ensemble des personnes interrogées. Roman, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce micro-trottoir ? Beaucoup de chiffres ont été donnés par les patients interviewés, donc certains nous disent 1000, une autre personne nous dit 100 000, donc peut-être à la louche pour cette réponse. Une autre nous dit d'une dizaine de personnes par jour et une autre personne nous dit un chiffre de 70% des personnes qui font une tentative, c'est pas très clair. Je pense la plupart des personnes ne savent pas exactement, mais ce qu'on peut dire, c'est que faisons un petit point sur les chiffres. Donc 9 000 suicides par an, environ 1 toutes les heures, 25 par jour, donc. Chiffre sans doute sous-évalué, c'est ce que Marie nous disait lors de la préparation. C'est sous-évalué, effectivement. Peut-être que vous pourrez en redire un mot tout à l'heure. On en reparlera évidemment, oui. C'est la première cause de mortalité évitable chez les 25-34 ans, la deuxième pour la même raison chez les 18-24 ans après les accidents de la route. Il y a d'autres chiffres, plus de 50% des suicides déclarés chez les 50% de suicides déclarés chez les 18-24 ans par rapport à 2017. Donc c'est énorme, il y a vraiment beaucoup de suicides. Et donc en gros, ce qui revient chez les personnes sondées, c'est qu'il y a beaucoup, voire même beaucoup trop de suicides, beaucoup trop de personnes qui mettent fin à leur jour. Tous nous disent que c'est bien plus que les accidents de la route, mais que ça ne représente pas réellement la quantité de personnes qui se suicident. Donc c'est bien 3 fois plus de personnes qui se suicident que les accidents de la route chaque année. C'est considérable comme chiffre, 3 fois plus que les accidents de la route. On rappelle que souvent les accidents de la route, le nombre de morts sur la route est un chiffre un peu référence. Donc si on imagine qu'il y a 3 fois plus de personnes qui se suicident,
C'est vraiment un nombre considérable et c'est pour ça qu'on va vous rappeler ce numéro, le 3114, évidemment, qui, on l'espère, pourrait faire baisser aussi ce chiffre à un moment donné. La deuxième question qu'on a posée aux gens, Marie-Paul. Demander aux personnes, est-ce qu'elles se sentent concernées ? Vous sentez-vous concerné ? Énormément. J'ai même eu des problèmes quand j'étais plus jeune là-dessus. J'ai encore des amis qui ont des soucis. Je pense qu'on est tous touchés, en fait, par ça. Personnellement, non. En fait, moi, je suis quelqu'un qui positive beaucoup. Et quand j'ai des soucis, etc., j'évite de ressasser et d'aller de l'avant, quoi. Mes proches, c'est à peu près la même mentalité. Donc, j'essaie vraiment, quand j'ai éduqué mes enfants, aller de l'avant. C'est vrai qu'on a des problèmes, mais on n'est jamais à l'abri. Je pense qu'on l'est tous. Parce qu'on ne sait pas du jour au lendemain. On peut avoir quelque chose qui peut arriver dans la vie. Et on ne sait pas comment on peut réagir, donc on l'est tous. Personnellement, non, mais on ne sait jamais. Peut-être on peut passer à côté de signes qui montrent que des gens vont pas bien et pourraient aller jusqu'à telle extrémité, quoi. Oui, totalement. Après, je fais des études en licence de psychologie, donc oui, je suis amenée à travailler avec ces personnes en fragilité. Je remarque juste une chose avant qu'on débriefe, les gens parlent de fragilité, de choses comme ça, mais ils parlent jamais du suicide, hein. Ils évitent le mot quand même globalement. Marie-Paul, si on débriefe cette question, l'ensemble de réponses réalistes qui vont toutes dans le même sens. Hein. Une grande proportion de personnes disent on est tous concernés, on est tous touchés. Et pourquoi ? Parce que, comme dit quelqu'un, tout le monde a des problèmes, et ça c'est évident, tout le monde a des problèmes. Et puis ça peut arriver, comme dit quelqu'un, du jour au lendemain. On n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais. Et donc je vous pose la question, est-ce qu'on vit sous une espèce d'épée de Damoclès du suicide pour soi-même ou pour un proche ? C'est une question qu'on se posera effectivement tout à l'heure avec notamment nos amis du 3114 et du Centre régional de prévention du suicide Grand Est. Et donc, l'opinion générale, d'après ce qu'on a entendu, semble être que non seulement on ignore si et quand on peut être concerné par la question du suicide, mais encore on n'est pas capable de prévoir quelle serait notre propre réponse dans cette circonstance. C'est-à-dire, est-ce qu'on se laisserait déborder par les pensées négatives et suicidaires, ou bien est-ce qu'on arriverait à résister et à s'en sortir ? Et est-ce qu'il est possible, comme dit ce monsieur qu'on entend, de éviter de ressasser, aller de l'avant, c'est-à-dire en quelque sorte s'interdire d'aller mal à ce point ? Ouais. Et il faut souligner... Juste, pardon, mais ce monsieur, c'est vraiment... Moi, je voudrais qu'on fasse réagir tout à l'heure nos invités, parce qu'il dit des choses qui sont parfois même presque bousculantes, je trouve. Mais on y reviendra. Et il faut aussi souligner une remarque très importante, je trouve, que fait quelqu'un. Il dit on risque de passer à côté des signes qui montrent que les gens ne vont pas bien et qu'ils vont aller jusqu'à l'extrémité. Voilà, c'est parfaitement résumé et effectivement, ça fait froid dans le dos parce que c'est quoi ces signes ? Bien sûr. Et comment on fait pour les repérer ? Et si on pense les avoir repérés, quoi en faire et que doit-on faire, que peut-on faire ? Tout à fait. Voilà. On essaiera de répondre à l'ensemble de ces questions tout à l'heure. La dernière question qu'on est allé poser aux gens dans la rue, c'est vous aussi, Marie-Paul. C'était comment agir face à une personne qui est en détresse. Une excellente question. Je pense qu'il faut l'accompagner le plus possible, être à l'écoute. Je sais que c'est difficile de discuter de ce genre de choses avec une personne quelconque. Donc je pense qu'il faut laisser le temps à la personne d'elle-même à s'exprimer. Je connais un numéro, je connais aussi plusieurs sites et je sais aussi qu'il y a des comptes Instagram qui sont faits exprès ou même sur TikTok. Enfin, maintenant, il y en existe un peu partout. Alors j'imagine qu'il faut essayer de l'inviter à se rapprocher vers quelqu'un qui est compétent, un psychiatre, un hôpital psychiatrique. J'imagine que le CPN à Nancy doit en être une à l'Axou. Essayer de l'aider en l'emmenant voir un spécialiste. Faut pas laisser comme ça, faut pas tout de suite aller voir un médecin, un spécialiste. Parler de personne à personne, par exemple, si c'est un ami ou un proche à nous qui a justement ce genre de problème, nous parler, ça fait du bien, mais on n'est pas des professionnels de santé pour les guider et pour les aider dans les démarches pour essayer d'aller mieux, quoi. Pas évident, mais moi, je m'orienterais soit vers des associations, après aller voir des médecins spécialisés, psychologues, psychiatres, etc. pour l'aider. Mais j'irai voir limite sur Internet ou pour trouver quelque chose pour l'aider. Et puis après, vraiment, je m'orienterai vers des médecins, parce que les médecins peuvent donner des médicaments et peut-être évidemment prescrire
quelque chose pour aller voir un psychologue ou un psychiatre qui pourrait aider la personne. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ouais. Être à l'écoute et surtout être là et présent. Mais surtout pas brusquer. Voilà. Ça, c'est compliqué. L'adresser à un professionnel de santé ou en tout cas lui conseiller d'aller voir un professionnel de santé. Déjà, ça c'est sûr. Essayer d'informer quand on est jeune des personnes adultes qui pourront éventuellement la prendre en charge. Si c'est vraiment en crise, il y a les urgences psy aussi qui sont très très bien. Après, c'est des informations qui sont pas forcément connues et pas forcément accessibles dans le sens où il faut vraiment aller les chercher pour pouvoir les avoir. Le centre médico-psychologique, qui est un bon centre, et après les psychiatres et psychologues, mais c'est payant. C'est 60 € la séance. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette réponse à la question comment cas, accompagner et comment agir. Oui. Il est rare qu'on ait une telle unanimité dans les réponses à une question. Il y a deux axes dans ces réponses. Il faut être à l'écoute et faire consulter un spécialiste. Alors, en ce qui concerne être à l'écoute, on a toute une répétition de être là, être présent, parler de personne à personne, ça fait du bien de parler. C'est difficile de discuter de ce genre de choses. Il faut laisser le temps à la personne. Et comment fait-on pour encourager quelqu'un à parler? Il faudrait déjà détecter un mal-être chez cette personne. Ensuite, si on pense se trouver en face de quelqu'un qui a besoin d'aide, on peut se demander parfois où est la frontière entre le respect de la vie privée et une intervention pour le bien de quelqu'un. Et si la personne ne veut pas se confier par honte ou par pudeur, comment fait-on? Quelqu'un dit bien, c'est difficile de parler de ça. C'est pour ça que la formation PSSM est très importante, très utile pour le passage sur PSSM, premier secours en santé mentale. Ensuite, quelqu'un dit laissez le temps à la personne. Est-ce que c'est vraiment une réponse réaliste? Parce que quelle est la valeur du temps dans ce genre de situation? On ne peut pas toujours savoir quel est le degré d'urgence. C'est vrai. Alors, l'autre axe des réponses, c'est lui faire consulter un spécialiste. Il y a quelqu'un qui dit se rapprocher de quelqu'un de compétent, un hôpital psychiatrique, un psy, essayer de l'aider en l'emmenant voir un spécialiste. Il ne faut pas la laisser comme ça, il faut faire quelque chose, c'est sûr. Essayer d'aller voir un médecin. Ces personnes ont raison de dire essayez de l'emmener voir un spécialiste. Comment fait-on pour persuader quelqu'un que son mal-être relève de la médecine? Que faire s'il est dans le déni? Comment fait-on? On conseille aussi d'aller voir un professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui dit nous, on n'est pas professionnels de santé pour les aider dans leur démarche, pour essayer d'aller mieux. Et effectivement, l'entourage ne peut pas se substituer à des professionnels de la médecine. Le médecin peut donner des médicaments. Il peut prescrire d'aller voir un psychologue ou un psychiatre. Vous nous expliquerez, pour rappel, quelle est la différence entre un psychologue et un psychiatre. Et bien sûr, il y a les urgences psy. Mais est-ce que tout le monde sait qu'il y a des urgences psy? Il y a bien des urgences pour les gens qui ont un accident de voiture, mais pour les problèmes psy, est-ce que les gens sont informés? Il y a une personne qui dit dans le micro-trottoir que c'est pas très visible, tous les services auxquels on peut... C'est vrai. Et ça va être l'occasion d'en parler aujourd'hui aussi, de rappeler que justement, il y a effectivement ces fameuses urgences psy où on peut aller. Est-ce qu'il y a uniquement un professionnel de la santé mentale qui peut aider? Alors, tout ce qu'on vient d'entendre évoque aussi deux autres questions pour terminer. Aller se renseigner sur Internet, TikTok, Instagram. Est-ce que vous cautionnez ou bien est-ce que vous levez le drapeau rouge? On va peut-être vous poser la question tout de suite à toutes les deux. Oui, après ça reste un outil. Donc l'outil doit être bien utilisé. Nous, on peut pas se positionner pour ou contre. Après, effectivement, on entend beaucoup au téléphone d'appels concernant des dérives, etc., par imitation. Donc il faut rester vigilant. Mais voilà, ça reste un outil qui peut être utile aussi à certains moments. Et vous, Marianne, du coup, les outils Internet, vous êtes dans le sens de ce que dit Marie du 3114 ? C'est effectivement un outil qui peut être utile. Et puis, les dérives, oui, on en entend parler. Donc un outil, oui, avec modération. Ouais. Et puis le risque, c'est de base, quelqu'un qui ne va pas bien est souvent très isolé. Et quand il est sur TikTok... Mais il est toujours plus seul. Voilà, il est au milieu du monde qui dit un peu tout et n'importe quoi, souvent n'importe quoi, mais il est toujours seul en fait. Donc attention. On encourage quand même à aller voir des professionnels.
Oui. Après, on peut dire aussi peut-être il y a un dispositif aussi de signalement en ligne pour des annonces inquiétantes effectivement sur les réseaux. Donc ça existe aussi. D'accord. Okay. Et on en reparlera évidemment. Quelqu'un mentionne les associations aussi. Alors lesquelles et quels sont les bienfaits? Comment peuvent-elles aider les associations? Pareil, on vous redonne la parole là-dessus avant d'écouter un premier titre. Les associations, il y en a que vous conseillez justement, que ce soit pour les personnes qui ont ces idées suicidaires ou les familles qui accompagnent peut-être. On y reviendra en détail tout à l'heure, mais peut-être quelques idées comme ça. Marie. Alors, il y a toutes les associations, peut-être pour les proches, effectivement, pour accompagner les personnes pour rompre l'isolement. Nous, on est beaucoup sur cet axe-là. Beaucoup de personnes nous appellent. On va y revenir après, mais c'est souvent multifactoriel. Mais la solitude se retrouve vraiment quand même dans tous les discours qu'on retrouve. Et on est vraiment autour de ça, en fait. Briser l'isolement, favoriser le lien, l'écoute, l'entraide entre les personnes, c'est déjà beaucoup, en fait. Il existe d'autres numéros, il y a le SOS Amitié qui peut être un premier passage, peut-être avant, si jamais on n'est pas encore dans une crise suicidaire, avant de contacter le 3114 par exemple. Et question naturelle, comment est-ce qu'on est informé de toutes ces ressources disponibles? Quelqu'un dit il faut que ces informations soient connues. Or, elles ne seront pas forcément accessibles facilement. Il faut être informé pour aller les voir. Voilà. D'où l'intérêt d'en parler et de ne pas rester seul. Et avec enfin, ça. pour terminer, il y a quelqu'un qui parle de l'âge du secouriste, entre guillemets, qui dit si on est une personne jeune, face à une personne suicidaire, allez chercher un adulte qui pourra prendre en main la situation et orienter la personne pour l'aider. Donc pour conclure, je voulais dire aussi que sur ces réponses, on constate que les personnes interviewées font vraiment une grande confiance aux professionnels de la santé mentale. J'estime que la pulsion de mettre fin à ces jours relève de la santé et que donc on peut attendre de l'aide de la médecine. Et c'est encourageant parce que ça aide à déstigmatiser cette question aussi. La vision du suicide dans la société a évolué depuis les temps où les personnes qui avaient mis fin à leur jour n'avaient pas droit à des obsèques comme les autres en terre consacrée. Aujourd'hui, il est admis que c'est un problème de santé. Et donc, comme tout problème de santé, il n'y a pas de question de morale ou de responsabilisation de la personne qui est victime plutôt de la situation que coupable. Merci Marie-Paul pour ce débrief très complet. On va continuer d'échanger évidemment tous ensemble. On va voir ensemble les facteurs qui existent, les risques, comment les cerner, comment les comprendre et puis comment agir. On va en reparler évidemment. On va écouter avant le titre de REM. Et là, c'est vous, Marianne, qui avez trouvé ce titre, et je crois que vous ne l'avez pas trouvé toute seule. Et pas rapidement. Vous avez sollicité pas mal de monde, donc on va l'écouter ensemble maintenant. Ce titre s'appelle comment ? Imitation of Life. Et du coup, alors pourquoi ce titre a été retenu ? Alors ça évoque le paraître, alors surtout chez l'adolescent, mais après on peut élargir aussi à tout le monde sur le paraître qu'on s'impose. Eh ben on l'écoute maintenant. C'est maintenant sur RCN dans Full Santé Mentale, voici REM. Jusqu'à 11h, Full Santé Mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Et aujourd'hui, on parle du suicide et je vais redonner quelques chiffres. En France, 25 suicides par 24 heures, c'est-à-dire plus d'un suicide par heure et plus de 200 000 tentatives de suicide. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont là pour essayer d'aider les gens qui ont des crises suicidaires. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est le bon mot. Je me tourne vers vous, Marie. Marie, vous êtes justement psychologue et vous répondez à ce fameux numéro qu'on va répéter, qui est vraiment très important et qui marche très bien, qui est le 3114. Oui, c'est ça, c'est le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Et vraiment, on vous encourage, si vous avez même le moindre petite crainte, le moindre petit doute, contactez-les, c'est très important. C'est ça, en fait, c'est un numéro gratuit qui est confidentiel, pas anonyme, confidentiel, et c'est un service qui est assuré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, ce qui vraiment est bon à savoir, c'est que toute personne peut nous appeler à toute heure
heures du jour et de la nuit. Toute personne, c'est que ce soit la personne qui a des idées suicidaires, mais aussi les familles, les proches qui s'inquiètent, etc. C'est ça. En fait, la personne peut appeler déjà pour elle-même, donc la personne qui est en détresse, qui est vraiment grande souffrance, qui a des idées suicidaires. La personne peut nous appeler aussi en tant que tiers, donc quel que soit le degré de proximité, en fait, parce que la problématique du suicide, c'est surtout une problématique du souci de l'autre, en fait. Donc, la personne peut nous appeler pour un collègue, inquiète pour un collègue, pour un proche, pour un voisin, enfin vraiment peu importe. Donc les professionnels aussi peuvent nous appeler, les professionnels en lien avec des personnes qui ont des idées suicidaires pour avoir un avis, voilà, un deuxième éclairage. Et aussi la ligne est indiquée pour les personnes endeuillées par suicide. Donc la ligne est aussi ouverte. Donc c'est vraiment important, retenez ce numéro 31 14. Le suicide ou la tentative de suicide, d'abord c'est deux choses distinctes. Et c'est vrai qu'on se posait la question tout à l'heure des signes. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent alerter les entourages ? Oui, alors il peut y avoir des signes. Alors il faut faire attention parce que effectivement c'est toujours facile après coup de dire oui, il y a eu des signes. Faut pas vraiment être dans la culpabilité non plus, mais en tout cas en prévention, effectivement, on fait attention aux signes qu'il peut y avoir. En gros, tout changement d'attitude, de comportement, de discours qu'il peut y avoir par rapport à ce qu'on connaît de la personne. Vraiment une rupture complète par rapport à ce qu'on connaissait de la personne, ne plus reconnaître la personne. Donc ça, c'est vraiment un des gros signes. Si on n'avait qu'un à retenir, ça serait celui-là. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude d'avoir du lien social et qui s'isole, c'est une vraie inquiétude. Voilà. Donc l'isolement en fait partie. Le fait de, effectivement, se désinvestir de ses activités, de ses liens, de ce qui auparavant lui faisait du bien, de ses activités, ça en fait partie. Le fait tout d'un coup aussi de se mettre à consommer des toxiques, de s'alcooliser, de fumer, ça en fait partie aussi. Évidemment, des phrases aussi qui peuvent être... Pardon, je reviens sur les consommations de toxiques. Vous dites les gens qui se mettent à fumer, sans inquiéter tout le monde, mais quelqu'un qui fumait pas et qui fume une cigarette de temps en temps, on s'inquiète pas. Enfin, non, en fait, c'est la multiplicité des signes aussi. C'est pas juste un signe pris isolément, mais tous des petits signes, qui font d'un coup, on se dit là, il y a un truc qui se passe. Qui font un petit peu... donc l'isolement, effectivement. Les petites phrases aussi qui peuvent être comme ça, lancées un petit peu, si j'étais plus là, ça irait mieux, j'en peux plus. Voilà, ça, il faut aussi faire attention à repérer ça. C'est une vraie alerte, là. Oui, c'est une vraie alerte. C'est une vraie alerte. Alors, faut faire attention parce que souvent, les personnes aussi qui ont des idées suicidaires se sentent comme un fardeau, en fait, pour leurs proches et veulent, ça, c'est ce qu'on entend vraiment énormément au 31-14, veulent protéger leur entourage et ne veulent pas alerter. Donc, voilà, c'est toujours très dur aussi à en parler aux proches. Donc n'hésitez pas à poser la question. Quelqu'un qui dit des choses justement comme si j'étais plus là ou ce genre de choses, vous savez, des fois on entend dire « Oh mais il fait du cinéma, il veut qu'on s'intéresse à lui ». Votre réaction par rapport à ça? Alors non, il s'agit d'une idée reçue. En fait, on balance pas voilà, ça c'est des signaux d'alerte effectivement qui méritent d'être explicite. Et tiens, ce que tu m'as dit là, ça m'interpelle. Voilà, je m'inquiète pour toi. Ne pas hésiter aussi à être authentique avec ses propres ressentis et à expliciter les propos de la personne, effectivement. Et il y avait la question de la temporalité. On entendait des gens qui disaient il faut prendre le temps de discuter, il faut laisser le temps. Est-ce qu'on a vraiment du temps? Je pose la question très comme ça, mais est-ce qu'on a vraiment du temps quand quelqu'un nous inquiète? Alors effectivement, oui, c'était la personne qui a dit tout à l'heure, la laisser parler d'elle-même. C'était ça un petit peu. Oui, un peu l'idée. Oui. Alors bon, moi, j'irai pas trop sur ce terrain. Je pense que c'est, comme je vous disais, c'est en fait la personne qui a des idées suicidaires, elle est toujours dans l'ambivalence. En fait, elle veut toujours protéger ses proches. Elle se sent comme un fardeau. Donc, je pense qu'il vaut mieux aller lui poser directement la question. En fait, il faut pas hésiter. C'est pas parce qu'on va poser la question que ça va induire
induire, ça va favoriser un passage chez la personne. Bien au contraire. En fait, la personne se sent seule avec ces idées-là. Donc de poser la question, ça permet d'ouvrir la porte et de pouvoir exprimer son ressenti, déjà qu'elle se sente moins seule avec ça, et de pouvoir aussi l'aider si possible. Quand vous dites poser la question, on est d'accord que ça veut dire mettre les pieds dans le plat quelque part, entre guillemets, et poser vraiment la question, est-ce que tu as envie de te suicider ? Voilà, je m'inquiète pour toi, je vois que tu es en souffrance, est-ce que tu es mal au point d'avoir des idées suicidaires ? Effectivement, ne pas hésiter. Parce que c'est pareil, c'est souvent quelque chose, et on l'entend bien d'ailleurs dans les micro-trottoirs, personne ne prononce le mot suicide. Les gens disent, je vais reprendre, j'avais noté ça, mais c'est difficile de parler de ce genre de choses, alors que la question est clairement liée au suicide. Mais du coup, ça biaise un petit peu. Ça veut dire que du coup, on n'osera jamais vraiment poser cette question. Et pourquoi elle est importante, cette question-là, du coup ? C'est vrai qu'elle est importante. Alors, on est encore ça reste encore très tabou. Effectivement, il y a encore beaucoup d'idées reçues. C'est pour ça qu'on est là aussi pour essayer de briser les tabous. Nous, dans le 31-14, on intervient beaucoup aussi chez les partenaires, mais aussi dans les stands grand public. En tout cas, merci d'être là aujourd'hui, de nous avoir invités pour parler de ça. On est très heureux de vous accueillir, vraiment. Voilà, merci. Ça reste encore trop tabou. C'est vrai que les gens ont peur, en fait. Ont peur de poser la question, sûrement peur de la réponse, ont peur de tout le déroulé qu'il y a derrière. Mais il faut pas hésiter à oser et à alerter aussi si besoin. Oui, parce que je pense qu'il y a des gens qui ont peur, peut-être qu'en le disant, vous vouliez réagir. Oui, tout à fait. Je voulais réagir parce que nous, c'est quelque chose dont on parle énormément entre amis, parce qu'on est tous plus ou moins concernés dans mon entourage. Et en fait, que ce soit moi personnellement ou d'autres personnes qui ont des idées noires, en fait, le fait de pouvoir verbaliser les idées noires, le fait qu'on a envie de se suicider ou qu'on y pense, en fait, ça permet de l'ancrer dans le réel et de ne plus l'avoir en tête et du coup de ne plus avoir cette envie de passage à l'acte. Et c'est quelque chose qui revient énormément tout autour de... Alors, je vous pose la question à vous, Anaëlle, mais aussi à nos deux professionnels, Marie et Marianne. Est-ce que quand on demande à quelqu'un est-ce que tu as des idées suicidaires, je vous pose la question comme les gens le pensent et comme j'ai pu le penser à une époque, est-ce que ça risque pas d'engager les gens à y aller justement, à passer à l'acte ? Je pense pas, mais je vous pose la question parce que je pense qu'il y a des gens qui le craignent. Alors non, parce que si la personne a déjà planifié son passage à l'acte, lui poser la question, elle répondra non, et ça incitera pas le passage à l'acte. En fait, le passage à l'acte, il est déjà en tête, il est déjà programmé. La personne qui juste y pense va peut-être pas forcément répondre tout de suite, mais par la suite, elle sait qu'il y a une ouverture pour pouvoir justement venir parler et venir échanger avec la personne qui lui a posé la question, là où... quand on ne pose pas la question, quand les mots sont pas posés, effectivement, on n'ose pas en parler parce que c'est tabou, parce que justement on a peur de se retrouver confronté à des phrases comme t'essaies juste d'attirer l'attention, c'est du cinéma, mais arrête les idées noires, il suffit de penser positivement. On l'a entendu d'ailleurs, un monsieur tout à l'heure qui en parlait justement. Je voulais qu'on réévoque ce témoignage du monsieur qui dit il faut aller de l'avant. J'ai éduqué mes enfants dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut être éduqué contre le suicide ? Alors ma famille a essayé. D'accord. Ma famille a essayé, typiquement... C'était toujours penser positif. Si nous arrive quelque chose, c'est pour qu'on avance encore plus vite. Et ça n'a pas marché. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour nous raconter que vous êtes passé à l'acte. Oui. Voilà. Et on va en reparler, évidemment. Donc, en tout cas, il ne faut pas avoir peur de placer le mot suicide, poser la question ouvertement. Je me permets un tout petit témoignage pour l'avoir vécu à quelques reprises, parce que, et j'encourage d'ailleurs les gens, si vous nous entendez, à suivre une formation de premier secours en santé mentale qui peut justement aussi aider et libérer cette idée-là de poser la question, parce que je me suis déjà aperçu à quelques reprises que de poser la question, souvent, et vous le dites un peu, Anaëlle, ça libère quelque chose chez la personne à qui on pose la question, cette impression qu'on est compris en fait. C'est ça, et c'est en fait au niveau des idées noires, c'est quelque chose qui est un peu comme un disque en fond dans la tête qu'on se ressasse jusqu'au moment où en fait on passe à l'acte parce que c'est plus possible en fait d'entendre toujours ces pensées-là, et le fait de pouvoir les extérioriser, que ça soit
à l'écrit, par la parole, en discutant avec quelqu'un, peu importe le moyen, l'important c'est de pouvoir les extérioriser pour que ça quitte cette boucle mentale. Ouais. Oui, merci Anaëlle pour votre témoignage. Effectivement, Anaëlle traduit très bien, en fait, c'est des phases de rumination. Ouais. En fait, la personne qui est seule avec ses idées suicidaires, elle a aussi des sentiments de honte, je pense, elle se sent seule, elle culpabilise. Donc, en fait, ça tourne toujours, sans cesse dans la tête, sans trouver de solution possible. Et en fait, cette absence de solution, on l'a décrit aussi théoriquement, la personne est dans une phase de tunnelisation cognitive, c'est-à-dire qu'elle ne voit plus non plus comment faire autrement. Et c'est vrai qu'au 31-14, on le voit bien, nous on a des techniques aussi de désescalade, c'est-à-dire déjà que la personne se sente entendue, reconnue dans sa souffrance, qu'elle sente en fait qu'elle n'est pas seule, que nous on est là et qu'on comprenne en fait, et rien que ça, je vous assure que ça désescalade énormément de choses et ça l'apaise énormément. Pour l'avoir vécu, je vous le confirme, vraiment. J'ai vu des situations se débloquer complètement. Marie-Paul. Alors, je voudrais revenir sur cette question de oser poser la question à une personne pour qui on s'inquiète. Il faut, pendant quelques secondes, imaginer la situation dans l'autre sens et penser à l'état émotionnel dans lequel peut se trouver ce proche ou cette personne de l'entourage et qui, pour elle, ça représente aussi un danger extrême, que la personne soit peut-être suicidaire. Et donc, comment est-ce qu'elle peut surmonter sa propre émotion de se trouver face à cette personne qui présente ce danger et arriver à maîtriser correctement ses émotions, pouvoir poser la question de façon... C'est pour ça qu'on est là aussi. Il y a le 31-14 et bien pratique pour ça. Pas hésiter à mettre du tiers parce qu'effectivement, c'est aussi ressorti. Les tiers ne sont pas des professionnels de la santé, donc il ne faut pas hésiter d'alerter, aller mettre du tiers, c'est ce qu'on a entendu, voir les CMP, les urgences, etc., s'entourer au maximum. On va continuer d'échanger ensemble, mais il y a quand même un autre point qui est important sur le 31-14, des petites choses que je voudrais dire aussi ou vous faire dire. Le 31-14, vous pouvez aussi être amené, si des proches s'inquiètent, à contacter la personne. Je crois que vous le faites aussi. Oui, c'est ça. La personne qui a des idées suicidaires. Donc en fait, comme on a dit, les tiers peuvent aussi nous appeler, les proches, et on est dans une démarche plutôt proactive, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire l'évaluation au plus près de la personne qui a des idées suicidaires. Donc on peut, avec l'accord évidemment de la personne, on n'est pas intrusif non plus, mais c'est un pas de côté possible aussi pour avoir de l'aide, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il peut y avoir beaucoup d'ambivalence et c'est toujours difficile pour les personnes à ce moment-là de demander, d'être dans un processus d'acceptation d'aide, etc. Parfois d'aller vers, ça facilite les choses. Puis une deuxième chose importante aussi à dire, c'est quand on appelle, alors c'est vrai que c'est souvent le soir, je crois que le numéro est contacté, il peut y avoir des délais d'attente, mais par contre on vous encourage à rester et à attendre. Oui, c'est ça. Alors, on est désolé pour ces délais d'attente. En fait, on est vraiment dans une démarche qualitative. Bien sûr. On a vraiment un pic d'appels, on le disait tout à l'heure en aparté, mais un pic qui n'en finit plus. Vraiment, on a un nombre très important d'appels et des primo-appelants. Donc, c'est-à-dire que il faut quand même prendre le temps de bien faire l'évaluation et des appels qui peuvent être longs. Donc, nous ne sommes que deux, donc on fait du mieux possible comme on peut, mais il peut y avoir situation de risque de suicide, de manière, il vaut mieux prendre ce temps-là de toute manière. Quoi qu'il arrive, de toute façon, nous, notre job, c'est de mettre en sécurité la personne et de l'apaiser en fin d'appel. Donc on va pas raccrocher tant que ça c'est pas fait. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Avant d'écouter le témoignage d'Anaëlle dans quelques instants, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc on l'a bien compris, poser la question, contacter le 31-14. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre si effectivement on est face à quelqu'un qui a des idées suicidaires? Du coup, je voulais dire, en dehors d'alerter, déjà être présent pour elle. Quand on est dans cette situation. Déjà, ne pas la laisser seule, effectivement, être présente pour elle, l'encourager à parler. Alors, beaucoup de gens parlaient, effectivement, de contacter et tout ça. L'encourager à parler, c'est aussi laisser parler sans jugement. Des questions plutôt ouvertes.
Et voilà, reconnaître sa souffrance, plutôt aller sur les faits, quelqu'un poser la question, mais si c'est quelqu'un qui reconnaît pas, etc., être plutôt factuel. Je vois que tu as changé, je vois ceci, cela, tu t'isoles, etc. C'est des fois plus facile d'être dans un registre un petit peu factuel. Donc ne pas la laisser seule, après voir selon ce qu'elle vous dit, mettre à distance aussi tout ce qui peut être utilisé comme dangereux pour elle, et puis voilà, alerter, contacter, ne pas la laisser seule, le plus possible, essayer d'aller voir son médecin, etc., les professionnels de santé autour. Et si on a une crainte d'acte imminent, est-ce que on peut aller jusqu'à contacter les pompiers ou le SAMU pour une intervention, même si la personne nous dit je veux pas qu'on m'aide, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Alors, le mieux, effectivement, c'est de pouvoir que la personne adhère à la démarche. Hein. Ouais. Après, effectivement, s'il y a vraiment un danger imminent, là, effectivement, on est obligé de signaler. Ouais. Hein, donc, appeler les numéros d'urgence. Là, il n'y a pas vraiment de discussion choix. Là-dessus, on est d'accord. Voilà, je me permets juste aussi de rappeler que sur Nancy, on a la chance d'avoir des urgences psychiatriques tout à fait. Qui justement sont aussi là pour gérer. Je sais que j'ai un ami qui m'a emmené aux urgences psychiatriques un peu contre ma volonté. Ouais. Et moi aussi, j'ai eu du cas d'amis où on a très fortement dit non mais là en fait il faut que tu ailles aux urgences psy parce que c'est pas possible autrement. Dans un instant, Anaëlle, vous allez nous partager votre histoire et elle est importante, votre histoire. Le temps peut-être juste d'avant d'écouter un titre que vous avez choisi, c'est Simple Plan. Le titre s'appelle Welcome to My Life. Vous voulez nous en dire un mot peut-être ? Oui, alors c'est un titre qui commence à dater un peu, qui date de mon adolescence. C'est un titre qui parle de la dépression, de tout ce qu'on peut ressentir lorsqu'on est en dépression, et qui est une invitation à ne plus se sentir seul dans ce ressenti. En fait, c'est vraiment ce que vous ressentez, c'est légitime, et vous n'êtes pas seul à le ressentir en fait. Eh ben, on écoute tout de suite ce titre. Full Santé Mentale sur RCN. Ce matin, on parle du suicide et de la prévention et de ce qu'on peut mettre en place aussi avec les personnes qui ont des idées suicidaires. Et on est accompagné aujourd'hui d'Anaëlle. Merci encore Anaëlle d'être avec nous. Mais de rien, merci de m'accueillir. Mais on est vraiment heureux de la confiance que vous nous faites à venir parler de votre histoire. Parce que c'est pas facile, c'est pas forcément naturel et vous acceptez de le faire. Vous, le suicide, j'avais envie de dire, mais peut-être que je dis une énorme bêtise en disant ça, c'est une histoire de famille. Oui, tout à fait. J'ai été confrontée au suicide très jeune, donc à l'âge de 8 ans, lorsque mon père s'est suicidé. Donc du coup, le côté prévention et immersion, ça a été très, très brutal. Et effectivement, la pomme ne tombant jamais bien loin de l'arbre, moi aussi j'ai tenté de me suicider à 4 reprises à peu près sur 3 ans. Comment vous avez vécu ces moments-là ? On l'a un petit peu entendu tout à l'heure, vous parlez de la solitude et des idées qui tournent en boucle. Alors oui, il y a le côté solitude, il y a on en discutait en off beaucoup, le syndrome de l'imposteur, de se dire que en fait on n'est pas légitime dans notre souffrance, que finalement notre vie, il y a des gens qui vivent pire que ça et qui réussissent à le vivre très bien. Alors pourquoi est-ce que nous on n'y arrive pas ? Et du coup, merde, pardon, désolé, je me suis perdue. Il n'y a pas de souci. Ouais, le fait de se dire que en fait c'est notre faute, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez bien, que c'est pas censé être si difficile que ça, et du coup c'est pour ça que c'est compliqué d'en parler à notre entourage, parce que on a peur on entend tous dans les discussions à droite et à gauche une personne qui va dire oui mais les pensées noires, voilà, ou un tel il a essayé de se suicider mais c'était juste pour attirer l'attention. Alors oui, c'était pour attirer l'attention, mais attirer l'attention sur le fait qu'il était en souffrance. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, ça peut être pour attirer l'attention, mais pas dans le sens négatif. En fait, c'est pas pour être sous le feu des projecteurs, c'est parce que il y a besoin
d'une attention particulière et du fait qu'il y a une souffrance qui est réelle. Et si la personne n'a pas réussi, faut peut-être se pencher sur cette souffrance-là, effectivement. Aujourd'hui, vous êtes avec nous et on en est heureux. Qu'est-ce qui fait que, justement, ces 4 fois, vous avez surmonté ? Alors, il y a le fait que j'ai un énorme instinct de survie qui m'a beaucoup déplu, c'est-à-dire que quand je perds conscience, j'ai un état où je reste fonctionnel physiquement et où j'appelle à l'aide. Et du coup, voilà, donc j'ai les secours qui viennent. J'ai aussi un entourage qui est très très présent et qui a été de plus en plus présent au fil des tentatives. Et après, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent aider pour s'en sortir. Je dirais d'abord le fait d'être suivi, de faire un travail sur soi, d'être accompagné par des professionnels de santé, psychiatres, psychologues, pour déjà trouver un traitement chimique, parce que un des premiers facteurs du suicide, ça va être la dépression. Et la dépression, en fait, c'est la chimie du cerveau qui ne fonctionne plus correctement. Donc il faut pouvoir réguler ça. Ensuite, il y a... Pardon, je vous arrête juste un instant, mais dire qu'effectivement, et la dépression, ça prouve bien que ça peut arriver à tout le monde. C'est important, hein, c'était une des questions qui était posée. La dépression est une maladie qui peut nous tomber dessus comme une grippe nous tombe dessus, quelque part. Tout à fait. Tout à fait. Il n'y a pas de personnes qui vont être plus à même d'avoir une dépression que d'autres. Hein. La vie, elle est généreuse avec tout le monde. Elles nous en font plein la gueule pour tout le monde. Et donc voir des professionnels, être suivi avec un traitement, vous disiez, ensuite Voilà, ça aide. Alors avoir un entourage qui est vraiment à l'écoute et bienveillant. Justement, on disait l'écoute sans jugement, de dire, voilà, en fait, là, aujourd'hui, ça va pas, ça fait... une semaine que je m'isole, que je réussis pas à parler et que je pense que je sers à rien, que le monde serait mieux sans moi. Avoir quelqu'un qui derrière est là, genre non, alors c'est normal que tu ressentes ça, mais t'inquiète, nous on est là et en fait non, t'es pas un poids, et voilà, c'est vraiment recevoir sans jugement et remettre de la bienveillance et rappeler à la personne que ce n'est pas un poids, que c'est normal, qu'elle est légitime et qu'elle n'est pas toute seule. Après, moi je sais que j'ai eu les activités artistiques qui m'ont beaucoup aidée, et notamment durant mon adolescence, l'écriture, où j'avais pas d'entourage pour pouvoir parler de toutes ces pensées noires que j'avais, de tous ces scénarios de suicide que je m'imaginais quotidiennement. Et du coup, en fait, le fait de les écrire, de les mettre sur papier sous forme de récit, me permettait de justement sortir de ce tunnel. Ça les rendait plus concrets, et dans un sens, le fait de les rendre vivants faisait que je n'avais plus cette envie de le faire. Et enfin, il y a eu les activités, notamment physiques. Le fait, donc moi, dans mon cas, j'ai repris l'équitation. Donc déjà, le lien avec l'animal, ça fait énormément de bien. Ce sont de très très bons médiateurs. C'est vrai. Et la dépense physique, en fait, va créer ce côté un peu bonne fatigue, où on va aller se coucher en étant fatigué, mais pas fatigué d'avoir trop pensé. Juste d'être fatigué parce qu'on sait qu'on a fait quelque chose de bien. Marianne, Marie, on entend dans ce témoignage d'Annelle qu'il y a vraiment une notion de cercle vicieux presque. On a l'impression que c'est un cercle vicieux dans lequel on s'enfonce et on n'arrive pas à sortir. Donc il faut trouver des solutions, c'est un peu ça ? Oui, c'est tout à fait ça, c'est un cercle vicieux. Alors il y a différentes images, hein. Il y a le cercle vicieux, il y a le tunnel, il y a l'entonnoir, il y a le vase, hein. On parle aussi de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors on peut rappeler aussi, alors c'est Monique Seguin qui dit ça, qu'une goutte d'eau n'a jamais fait déborder un vase vide. Voilà, donc il est important aussi de prendre soin de soi, de prendre soin aussi de ses proches, hein. Quand on voit que le vase se remplit, à faire le nécessaire pour ne pas arriver jusqu'en haut. Je reprends
dans le micro-trottoir et quelqu'un disait tout à l'heure, quand j'ai des soucis, j'évite de ressasser. Ouais. Oui, ça c'est ce qu'on fait quand on va bien. Ouais. Voilà. Et effectivement, les personnes qui vont mal et qui s'enfoncent, à un moment, elles n'arrivent plus. Et c'est là que les difficultés arrivent et c'est là qu'elles s'isolent aussi parce qu'elles n'arrivent plus à faire tout ça. Et c'est surtout en fait que c'est pas un choix de ne pas ressasser. C'est vraiment parce que si on avait le choix, bien évidemment que moi je choisirais d'être heureuse et de ne pas ressasser tous les petits tracas que j'ai pu avoir et qui ont pris tellement d'ampleur parce que justement mon cerveau continuait à les ressasser. Ouais. C'est ça en fait. Le micro est éteint, je pense, Romain. Non, il est allumé. Allez-y. Ouais. Juste, en fait, je pense que c'est ce qu'on avait dit pendant la réunion de préparation, c'est que les personnes qui font une tentative de suicide, en fait, c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé d'autres solutions pour mettre fin à leur souffrance. Hein. C'est ça, je crois. C'est ce que vous diriez. C'est plus un choix, c'est l'absence de choix. Oui, voilà, c'est l'absence de choix, c'est parce qu'on n'a pas. Alors, il peut y avoir plein de raisons différentes, mais moi, je sais personnellement que c'était vraiment parce que je voyais pas d'autres solutions. Et on parlait du fait de ne pas être un poids pour l'entourage. Étrangement, les crises suicidaires que j'ai eues, mes tentatives ont à chaque fois eu lieu à un moment où justement il y avait quelqu'un pour prendre en charge qui ne dépendait plus de moi. Donc à un moment, j'avais un chat. Le fait que quand ce chat est mort, je déculpabilisais parce que je ne le laissais plus derrière moi. Il n'y avait plus besoin d'avoir quelqu'un pour le prendre en charge, pour ne pas être un poids justement. Et du coup, de dire là maintenant en fait aujourd'hui je peux disparaître parce que je laisse rien derrière moi. L'émission passe vraiment très vite et trop vite. On aimerait discuter et échanger encore très longtemps. Mais Anaëlle, aujourd'hui, donc il y a eu vous avez fait 4 tentatives de suicide. Vous êtes toujours là et je crois que vous avez même des beaux projets qui arrivent. Est-ce qu'on dit que vous êtes aujourd'hui dans un circuit de le mot m'échappe maintenant, mais dites-le. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le rétablissement. Le rétablissement, pardon, merci, je cherchais ce mot. Dans la santé mentale, effectivement, on parle pas de guérison parce que c'est quelque chose qui reste toujours plus ou moins en nous. Mais aujourd'hui, oui, je suis en rétablissement, c'est-à-dire que je vais bien. Je ne pense plus quotidiennement à la mort. Vous parliez de projet, effectivement, ça me fait un peu bizarre parce que je suis passée de planifier mon enterrement à planifier mon mariage. Et ça fait très très bizarre. Félicitations. Et on est très heureux pour vous. Voilà. Et après, je sais que il y a des risques de rechute, qu'il y a des moments où ça ira moins bien. Mais j'ai entamé un processus où justement je passe plus dans un cercle vertueux que le cercle d'enfermement dans lequel j'étais avant. Et ça s'est fait pas en un coup, ça n'a pas été un déclic, c'est vraiment plein de petites choses. C'est un travail sur le long terme et ça reprend un peu ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire voir un spécialiste qui vous accompagne, les médicaments qu'il faut et puis tout ce que vous avez mis en place aussi au fur et à mesure, j'imagine, d'une thérapie. Voilà, exactement. Donc ça se construit. Je vais me retourner vers nos deux invités et on va terminer très très vite cette émission, malheureusement. Est-ce que, j'ai une petite phrase qui est sous mes yeux, mais est-ce que suicidaire un jour, suicidaire toujours, Marianne ? Non. Alors suicidaire un jour, souvent c'est pas un jour, c'est un processus généralement qui est long. Alors c'est une souffrance qui est longue, mais on peut voir aussi le côté qui nous laisse du temps pour intervenir aussi. Et non, pas du tout. Je pense qu'Anaëlle en est un bon exemple. Et justement, je rebondis aussi sur ce que dit Anaëlle. Il faut du temps pour construire et reconstruire derrière. C'est aussi en ça que vous intervenez de votre côté au niveau du Centre régional de prévention du suicide Grand Est. Il y a quelques dispositifs. Alors, outre le 3114 que vous chapeautez, c'est ça un petit peu. Il y a quoi d'autre ? Il y a le programme Vigilance, c'est ça ? Alors, il y a le dispositif Vigilance qui existe aussi, qui est moins connu que le 3114, c'est normal, c'est un dispositif qui est proposé aux personnes qui ont fait un passage à l'acte suicidaire. Donc on appelle ça un filet de sécurité. Il va y avoir
une veille qui va s'organiser pendant 6 mois, ou plus si besoin, où les infirmières de vigilance, qu'on appelle les vigilanceuses, vont contacter la personne qui est passée à l'acte. Alors il y a des contacts téléphoniques pour voir comment ça se passe, pour poser ou reposer la question des idées suicidaires, parce qu'on est dans la prévention de la réitération suicidaire. Donc la question se pose toujours après. Et puis il y a une liaison qui est faite avec les professionnels de santé déclarés. Donc il y a les appels téléphoniques, il y a des envois de cartes postales. Le but, c'est de maintenir le lien, parce que le suicide, c'est une pathologie du lien aussi. Et pourquoi 6 mois après, pardon ? Vous avez dit on le fait pendant 6 mois. Pourquoi 6 mois ? Alors, l'année qui suit une tentative de suicide est à risque, et particulièrement les 6 premiers mois. D'accord. Il y a également Vigitins qui existe. Il y a Vigitins aussi, tout à fait, merci de le rappeler. C'est votre équivalent pour les jeunes. Voilà, c'est pour les adolescents, tout à fait. Et puis on redit une dernière fois avant de finir cette émission, le 3114, ce numéro qu'il faut contacter Marie dès qu'on a des doutes, des questions, des craintes. Oui, c'est ça, faut se faire un petit peu confiance aussi en cas d'inquiétude pour soi, pour son entourage. Voilà, oser appeler, oser... Et même, pardon, pour les personnes concernées aussi. Hein. Pour les personnes concernées, oui. C'est important. Oui, la personne concernée peut vous contacter aussi. Si, et je le redis, le 3114, il y a peut-être des horaires où c'est plus difficile de joindre, on le sait, notamment le soir, parce que c'est souvent là que les angoisses remontent. Et on en parlait un peu vite fait tout à l'heure, et on en reparlera en antenne. Il faut rester en ligne. Il faut attendre. Oui. Alors, on a parlé de temps d'attente, mais c'est mieux effectivement de rester en ligne. Ça vous laisse dans la boucle d'attente que de raccrocher, de rappeler, parce que vous repassez à zéro dans le listing. Donc voilà, il faut persévérer. Ouais, persévérer. Et puis vraiment, c'est un numéro qui peut vraiment vous accompagner, vous aider dans des situations très difficiles quand on a des craintes pour la vie de quelqu'un, d'un de ses proches, ou pour soi-même d'ailleurs. Vraiment un grand merci à Anaëlle d'être venue nous témoigner. J'aurais adoré qu'on discute encore plus longtemps. Malheureusement, le temps passe vite. Merci pour votre confiance, Anaëlle. Mais de rien, il n'y a pas de souci. Moi, c'est quelque chose que je fais. Enfin, je milite justement pour parler de la santé mentale. Donc, c'est important. Moi, c'est un grand plaisir d'être là. Merci aussi beaucoup à Marie, psychologue répondante au 3114. Merci. On le redit, ce numéro, composez-le. Merci à vous, Marianne, aussi. Vous êtes infirmière coordinatrice au Centre régional de prévention du suicide Grand Est. Belle fin de journée à tous. Merci. Et à bientôt. Salut Thomas. RCN, www.rcn-radio.org